70,000 people are here, and Bob Dylan is the reason for it. Inspired by the true story. For anyone who's gonna hold your attention on a stage, you have to kind of be a freak. Are you a freak? Hope so. And starring Timothée Chalamet as Bob Dylan. He defied everyone. Turn it down! Play loud! To change everything. Make some noise, BD. Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro. A complete unknown. Only in theaters Christmas Day. Rated R. Under 17, not admitted without parent. Looking for a pickup truck to get just about anything done? Look no further. The Chevy Silverado EV isn't just the most powerful Silverado ever, with next-level towing capability and technology. It also offers game-changing versatility with the available multi-flex midgate and tailgate, which means Silverado EV helps you carry large, bulky, and oddly shaped items up to nearly 11 feet in length. Chevrolet. Together, let's drive. Visit Chevrolet.com to learn more. 11 décembre 1997. La date est historique. 84 pays des Nations Unies s'accordent à Kyoto pour lutter contre le changement climatique. Puisque notre maison brûle, comme le dit le président français, Jacques Chirac, il est urgent de réduire les émissions de CO2. Et tous les pays du monde sont d'accord. Les gros pollueurs doivent payer. L'idée, c'est d'attribuer des quotas de CO2 aux entreprises. Les moins polluantes pourront revendre leurs quotas restants. Les plus polluantes pourraient augmenter leurs quotas en achetant des droits à polluer. Tout le monde s'y retrouve. Et, petit bonus, ce mouvement crée de fait un nouveau marché financier très prometteur. Qu'importe le produit, dès qu'un nouveau marché émerge, les gars de Belleville ne sont jamais loin. Ils tendent l'oreille, toujours à l'affût. Dans les restaurants cachers du 20e arrondissement, aux tables de poker parisiennes, le bruit court que le marché du carbone pourrait bien être le nouvel Eldorado des arnaqueurs. Six ans après les accords de Kyoto, l'Union européenne est enfin prête à lancer le marché du carbone. Il a été décidé que celui-ci serait citoyen et donc ouvert à toutes les sociétés, sans condition. La France compte bien se hisser au premier rang de ce nouveau marché financier et profiter de ce mouvement prometteur et bienfaiteur pour renflouer les caisses de l'État. Alors, en octobre 2004, Bercy soumet les quotas carbone à la TVA. Pour chaque échange, 20% de la transaction devra être reversée à l'État. Et pour ne pas ralentir l'activité, la Caisse des dépôts avancera les fonds pour régler la TVA. L'entreprise aura alors 6 semaines pour rembourser à l'État. Tout passera par Blue Next, la bourse du CO2 créée pour l'occasion. Galvanisé par Bercy, Blue Next veut s'imposer en leader du marché et promet des transactions ultra rapides, en seulement quelques minutes. L'affaire est trop belle. N'importe qui peut entrer sur le marché. Il suffit de monter exactement les mêmes mécanismes que pour les jeans ou les téléphones. C'est-à-dire créer des sociétés fictives et disparaître une fois l'argent empoché. Sauf que cette fois, les montants des transactions sont 100 à 1000 fois supérieurs. Un jeu d'enfant. Depuis Tel Aviv, Marco et Samy, qui ne savent même pas ce que c'est que le CO2, montent plusieurs entreprises, à la tête desquelles ils placent des hommes de paille. Des cousins, des amis des cousins. Les noms de Mouli et Souyed ne doivent apparaître nulle part. Ça, c'est le secret de l'escroquerie. Être totalement invisible. Ensuite, le processus est simple. Acheter des quotas d'émissions de CO2 hors taxe dans un pays étranger, les revendre en France à un prix incluant la TVA et investir les fonds gagnés dans une nouvelle opération. C'est encore plus facile qu'avec les téléphones. Il n'y a aucun stock à gérer, aucun conteneur à surveiller, aucun risque de se faire voler la marchandise. À chaque transaction, c'est 20% de bénéfices assurés, directement versés par l'État. Arnaud, convaincu par ses 2 amis, injecte à l'automne 2008 8 millions d'euros dans le business. Un très bon départ pour la plus grosse magouille de tous les temps.
Le marché est lancé à une vitesse folle. Le CO2 se vend comme des petits pains via Blue Next. En septembre 2008, 30 millions de tonnes transitent sur la bourse sans qu'il n'y ait aucun contrôle sur les entreprises. C'est absurde. Mais personne ne s'en inquiète. Pour être le plus professionnel possible, Marco engage un courtier expert du carbone, un trader polonais, Jarosław Klapowski. C'est à lui de flairer le meilleur moment pour vendre et acheter les quotas. Pendant que l'affaire tourne quasiment toute seule, Mouli fait le tour du monde et des banques offshore, Tunisie, Chypre, Lettonie, Hong Kong. Il ouvre des comptes partout sous des noms d'emprunt. Plus le trio vend de l'air, plus les zéros s'alignent sur leurs comptes en banque. Ils sortent tous leurs bénéfices en liquide, histoire de palper l'argent. Il y en a tellement. En 3 mois à peine, ils se font plusieurs centaines de millions d'euros. Dans les bureaux de Blue Next, on ne se doute de rien. On se réjouit même. Le pari des quotas carbone est réussi. Mais il y en a un qui s'inquiète. Roland Weipo, le patron de la Direction nationale des enquêtes fiscales, la DNEF, une sorte de police judiciaire de la finance. Weipo est une légende à Bercy, prêt à tout pour défendre les intérêts de l'État. À l'été 2008, il est prévenu par les Britanniques que plusieurs transactions sur le marché du carbone ne sont pas très claires. En recoupant les informations à gauche, à droite, via des douaniers, via des courtiers et des banques, Roland Weipo prend rapidement conscience de la faille de ce nouveau système boursier. Les caisses de l'État français sont en train de se faire siphonner. Il donne immédiatement l'alerte, mais personne ne le prend au sérieux. Chez Tracfin, le service français de renseignement financier, à part quelques soupçons de transactions illicites sur Blue Next, rien n'indique un quelconque problème. Sans contrôle et sans régulation préalable, Blue Next est en réalité une zone de non-droit où tous les arnaqueurs à la tève s'en donnent à cœur joie, en passant totalement entre les mailles du filet. Pourtant, sur le marché Blue Next, il y a de plus en plus de transactions anormales, de trop gros volumes, et des adresses un peu trop exotiques. Le soupçon d'une fraude massive arrive aux oreilles du ministre du Budget, Eric Woerth, mais rien n'y fait. On croit tellement dans ce nouveau marché qu'on refuse de voir l'évidence. À force de persévérance, Roland Weipo de la DNEF et Augustin de Romanet, patron de la Caisse des dépôts, parviennent à convaincre Bercy d'exonérer la TVA sur les quotas carbone pour éradiquer la fraude. Sans TVA, les transactions Blue Next s'effondrent. Plus personne ne voit l'intérêt d'acheter et de revendre du CO2, et pour cause. 80 à 90% du marché était frauduleux. En moins d'un an, entre l'été 2008 et 2009, 1,6 milliard d'euros ont été détournés sur le marché du carbone en France. La plus grande escroquerie financière de l'histoire du pays. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. Gift the remarkable with Marc Jacobs fragrances this holiday season. From the iconic Daisy and Perfect to the all-new Daisy Wild, Marc Jacobs perfume gift sets include everything she needs to feel special. From her favorite fragrance, plus the matching travel spray. Holiday gifts don't get much more perfect than this. So if you're looking for a gift inspiration these holidays, gift the remarkable with Marc Jacobs. Le montage des escrocs est assez complexe en réalité. Dans les bureaux de la DNEF, on s'arrache les cheveux pour comprendre. On tire le fil des prête-noms, des multiples sociétés écrans et de la myriade de comptes en banque enregistrés à l'étranger. Tout est si bien ficelé que les enquêteurs n'ont aucune idée de qui se cache derrière ce casse du siècle. Entre le moment où Bercy a eu les premiers soupçons et le moment où ils ont décidé d'exonérer la TVA sur le carbone, 8 mois au total, Marco, Samy et Arnaud ont gagné illégalement plus de 283 millions d'euros. À la fin de l'escroquerie,
Le trio se partage les gains en cash et inéquitablement. Samy est le plus chanceux. Il se considère comme le cerveau du groupe, donc il ramasse la plus grosse somme, 120 millions d'euros. Marco, qui a joué le rôle de commercial, remporte la moitié, 60 millions d'euros. Une somme qui lui convient. Parti de rien, il est désormais millionnaire. Coup dur pour le Golden Boy du 16e arrondissement. Arnaud, le financier de la bande, est le plus lésé, avec seulement 20 millions d'euros de bénéfices. À force de tirer le fil, des noms émergent et remontent aux oreilles des enquêteurs. Souyed, Mouli et Mimran. Les petits arnaqueurs à la TVA d'il y a 20 ans. Des mecs qui vendaient des jeans sur le trottoir de Belleville et qui ont réussi à duper les plus grands polytechniciens du pays. Reste maintenant à rassembler les preuves de l'escroquerie pour laver l'affront. Quoi de mieux pour fêter un casque de flambée? Sur la Côte d'Azur, Arnaud, Samy et Marco louent les plus belles chambres d'hôtel, mangent dans les meilleurs restaurants, s'épuisent des nuits entières sur le dance floor à grand renfort de Jéroboam de Champagne. Une envie de croisière? Arnaud loue un yacht de 48 mètres avec piscine à remous sur le pont. La journée de ces nouveaux millionnaires n'est remplie que de plaisir. Le poker a une saveur différente quand on a les poches remplies de billets. On mise gros, trop gros, on perd des sommes folles, et qu'importe, c'est le plaisir du jeu. Le trio multiplie les voyages en jet privé, Singapour, Dubaï, Marrakech. Ils se lancent des défis insensés. Tels des rois du monde, ils se permettent tout. Un jour, ils proposent même 3 000 € à un mec pour qu'il mange une banane avec la peau. Une idée stupide qui les amuse. Évidemment, le gars s'exécute et aussitôt la banane avalée, file à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Marco l'a toujours dit, tout s'achète quand on a de l'argent. Ils savent qu'ils sont surveillés. Mais ces gars sont fous. Ils flambent à outrance. Racontent à qui veut l'entendre qu'ils ont bien profité du carbone. Ils n'ont aucune retenue. Se baladent avec des sacs remplis de cash en pleine rue et font vrombir leur bolide dans les petites rues de Belleville. Et pendant ce temps, l'enquête piétine. La vérité, c'est que ces dernières années, les autorités sont passées totalement à côté de l'escroquerie. En 2009, ils ont face à eux un immense puzzle à reconstituer. Les mecs de Belleville ont beau être quasiment analphabètes, ils ont eu l'intelligence de ne laisser aucune trace derrière eux. Les banques qu'ils ont choisies sont réputées pour respecter strictement le secret bancaire. Impossible d'obtenir une quelconque information de leur part. Leurs sociétés écrans ont disparu dans la nature aussi vite qu'elles étaient arrivées sur le marché. Même leurs logements ne sont pas à leur nom. Prouver qu'ils sont impliqués dans l'arnaque au carbone est quasiment impossible. À Miami ou Las Vegas, le trio est reçu comme des princes. Les casinos leur font crédit de sommes astronomiques. De toute façon, ils dépensent 3 fois plus qu'ils ne gagnent. À part quelques princes saoudiens, personne n'arrive à suivre leur mise au poker, tellement les sommes sont folles. À Paris, ils partagent leur table avec Patrick Bruel, Vincent Lindon ou encore le fondateur de Naf Naf, Patrick Pariante. À Saint-Tropez ou Marrakech, toutes les plus grandes boîtes de nuit connaissent leurs prénoms. Ils marquent tellement les esprits à jeter un nombre incalculable de bifetons sur les filles. Rolex au poignet, main sur le volant d'une McLaren, ils sont dans un autre monde. Tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Samy enterre quelques millions dans son jardin. Arnaud investit dans des boîtes plus ou moins douteuses. Marco, lui, s'achète des fringues tous les jours. Il ne faudrait pas qu'il ait à porter 2 fois de suite les mêmes vêtements. La vie est belle pour les 3 lascars en cet été 2009. Mais Arnaud reste amer sur le partage des gains. À force de jouer, il s'endette. Il n'est plus le plus riche du groupe, plus le numéro 1. Ami ou pas, il n'a pas l'intention de se laisser doubler par une bande de prolos de Belleville.